Très bien. Eh bien, écoutez, je pense, merci pour cette très belle partie pancréatique. On passe au foie avec le cas du carcinome hépatocellulaire et c'est le professeur Kevan Mokam de la Croix-Rousse à Lyon, donc qui va nous dire comment on résèque ce qui initialement ne l'est pas. Kevan, merci. Merci, Monsieur Boutiema. Cher membre de l'Académie de chirurgie, je tiens particulièrement à vous remercier de me donner l'opportunité de faire cette présentation sur ce sujet controversé mais passionnant du carcinome hépatocellulaire a priori non résécable. La question de savoir jusqu'où on peut aller. Pour rappel, la problématique du carcinome hépatocellulaire, le plus souvent sur un foie de cirrhose, c'est celui d'un geste tout d'abord difficile. Il s'agit d'une tumeur assez friable du fait de son contenu graisseux au sein d'un parenchyme dur. Généralement, ce sont des interventions qu'on pratique chez des patients cirrhotiques, avec la dénutrition et les comorbidités qui vont avec, et un risque accru de décompensation post-opératoire, hépatique ou des comorbidités. Et puis, bien sûr, l'hypertension portale, qui va faire saigner le patient et qui s'associe donc à un risque accru de complications post-opératoires. C'est la raison pour laquelle la décision d'opérer un patient, quelle que soit la taille du carcinome hépatocellulaire, repose non seulement sur la morphologie de la tumeur, également sur la biologie. On a vu que le CA19-9 avait un intérêt pronostique majeur dans l'adénocarcinome pancréatique. Il en est de même pour l'alpha-fétoprotéine dans le carcinome hépatocellulaire. Simplement, on ne va pas se contenter de ces critères tumoraux. On va devoir également se concentrer sur le degré d'atteinte d'hépatopathie du patient ainsi que son état général. C'est la raison pour laquelle, comme vous pouvez le voir sur ces recommandations de 2018 de la Société européenne des pathologies, la résection chirurgicale actuellement ne concerne qu'une portion infime des patients présentant un CHC. Il s'agit essentiellement des patients présentant une tumeur unique et correspondant à ce qu'on appelle désormais des candidats chirurgicaux optimum. Cela consiste finalement aux patients qui ont une hépatopathie parfaitement compensée avec un score MELD inférieur à 10, pas ou peu d'hypertension portale et surtout un futur foie restant d'un volume satisfaisant, généralement plus de 40 ou 50%. Puis lorsque c'est possible, on va, autant que faire se peut, privilégier un abord mini-invasif. Alors, il existe plusieurs procédés qui sont déjà bien décrits et validés. Ce n'est pas tant l'objet de cette présentation, qui visent à augmenter la résécabilité en augmentant, du coup, le volume du futur foie restant. Il y a tout d'abord le procédé combinant la chimioembolisation artérielle, puis de manière séquentielle l'embolisation portale, visant à faire grossir le futur foie restant. Aujourd'hui, une séquence qui est bien validée. Puis des procédures encore plus agressives. Tout d'abord le HALPS, qui aujourd'hui est peut-être un petit peu en perte de vitesse. Ça consiste à effectuer une hépatectomie en 2 temps lors d'une séquence rapide. On va dans un premier temps effectuer une transection parenchymateuse associée à une ligature de la branche portale droite, puis dans un second temps effectuer le reste de l'hépatectomie au cours d'une période après une période de 10 jours. Et aujourd'hui, probablement que cette procédure qui a été décrite notamment en 2019 dans le CHC est en perte de vitesse du fait de l'avènement de ce qu'on appelle désormais la déprivation veineuse totale du foie qui va être enlevé, c'est-à-dire l'embolisation combinée de là ou des veines hépatiques concernées par la résection en combinaison avec la branche portale droite. Toutes ces procédures permettent d'augmenter la résécabilité en augmentant l'hypertrophie du futur foie restant avant la résection chirurgicale. Alors, que disent les séries récentes? Vous voyez que lorsqu'on va dépasser le seuil classique des 5 cm, eh bien, on observe des résultats qui sont intéressants pour les patients qui présentent un état général conservé et une hépatopathie compensée. Comme vous voyez sur ces courbes, que ce soit en termes de survie ou de survie sans récidive, vous voyez que la courbe bleue, résection chirurgicale, même pour ces tumeurs volumineuses, fait nettement mieux que les traitements palliatifs que sont la chimioembolisation artérielle ou d'autres thérapies, notamment systémiques. Si l'on est encore plus ambitieux et qu'on dépasse ce stade des 10 cm, vous voyez que là aussi, dans cette étude chinoise qui a comparé 120 patients présentant un CHC de plus de 10 cm à près de 400 malades qui avaient un CHC de moins de 10 cm, certes, la survie est moins bonne chez les malades qui présentaient un CHC de plus de 10 cm, mais comme vous le voyez dans le tableau en bas, bien pour les malades qui avaient une lésion unique et sans envahissement microvasculaire, eh bien, on a des survies médianes et une survie à 5 ans qui sont relativement intéressantes, de l'ordre de 38% et de 38 mois. Comme le montre cette étude, finalement, un premier facteur pronostic majeur est l'envahissement vasculaire macroscopique, bien plus que la taille tumorale. Ces données sont confirmées par une autre étude, également publiée récemment, qui s'est intéressée à l'impact de plusieurs paramètres, dont l'invasion vasculaire, la présence d'une cirrhose et la présence de nodus satellites. Et vous voyez que chez les malades qui avaient un CHC volumineux, mais qui n'avaient aucun facteur de risque, vous voyez que les survies sont très intéressantes, avec des survies prolongées, des plateaux, des courbes de survie même qui atteignent probablement un plateau.
Alors finalement, tout ceci, ce sont des choses qui sont bien connues des centres experts. Et aujourd'hui, les centres experts n'hésitent pas à opérer des patients qui présentent des facteurs de bon pronostic, même s'il s'agit de tumeurs volumineuses. Qu'en est-il finalement des patients qui vont présenter notamment des invasions vasculaires, voire même une maladie métastatique? Et là, la littérature a moins de réponses à nous donner et je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réponse au travers de ces 3 cas cliniques. Le premier cas est celui d'une patiente de 32 ans, sans antécédent notoire, qui en novembre 2019 va se faire découvrir une très volumineuse tumeur correspondant à un CHC du foie droit, une patiente qui avait simplement des douleurs abdominales. Et sur l'imagerie stupeur, on voit que tout le foie droit est envahi. Vous voyez ici que toute la veine cave rétrohépatique des veines rénales jusqu'à l'oreillette droite est envahie par du thrombus qui n'est pas seulement du thrombus chlorique, un thrombus qui se rehausse, donc un thrombus tumoral associé à une congestion du foie puisque la veine hépatique droite ainsi que la veine hépatique médiane étaient thrombosées. Pour cette patiente, on va néanmoins, du fait de son bon état général, avoir l'ambition de tenter quand même une chirurgie d'exérèse sans traitement néoadjuvant. On est à l'époque en 2019. Alors, le début de l'intervention, c'est une courte vidéo de 3 minutes. Le début de l'intervention est tout à fait banal. On va effectuer un contrôle intrafacial du pédicule portal droit, puis de la branche droite de l'artère hépatique. Vous voyez ici l'échographie péropératoire qui montre la thrombose ici de la terminaison du tronc commun de la veine hépatique gauche et de la veine hépatique moyenne. Et puis en arrière, si on fait attention, on voit que toute la veine cave rétrohépatique est complètement envahie par la tumeur, ce qui confirme et corrobore nos constatations préopératoires. À ce stade de l'intervention, on a déjà effectué la sternotomie en vue d'effectuer ensuite un geste cardiaque. C'est un geste qui est effectué au bloc opératoire de l'hôpital cardiologique. Vous voyez que la transection parenchymateuse est assez délicate puisque le foie est très congestif. Ici, vous voyez la fin de la première phase de la transection parenchymateuse. On va contrôler la terminaison de la veine hépatique médiane dans le tronc commun d'avec la veine hépatique gauche, cette dernière devant bien sûr être conservée, puisqu'il s'agit de la seule veine hépatique qui restera, puisque nous sommes en train de réaliser une hépatectomie droite élargie à la veine hépatique médiane. À ce stade de l'intervention, il reste tout le problème de la veine cave rétrohépatique, que l'on va donc disséquer ici entre le diaphragme et le cœur en haut et le foie. Vous voyez qu'on va en faire tout le tour afin de pouvoir la contrôler correctement, en vue ensuite d'effectuer une résection de toute cette veine cave. De la même manière, en bas, on va contrôler la veine cave infrahépatique avec ici les 2 veines rénales, droite et gauche, qui ont également été mises ensuite sur l'axe, ceci en vue de démarrer une circulation veineuse extracorporelle. Ici, vous voyez la dernière phase de la mise en place de cette circulation extracorporelle qui est réalisée à ce moment-là, bien sûr, par nos collègues les chirurgiens cardiaques, et puis la période de déclampage de la CEC. Vous voyez ici la canule, une canule placée dans la veine mésentérique inférieure, une canule placée dans la veine cave inférieure, infrahépatique, là on l'a vu, et puis la canule aortique. Ici, vous voyez toujours l'échographie cardiaque, cette fois-ci au niveau de l'oreillette droite, où on voit très bien ce thrombus tumoral. Et sous couvert de cette CEC, à cœur battant, et surtout de manière intéressante, avec un flux hépatique qui reste perméable, on garde la circulation hépatique afin de ne pas abîmer ce foie très fragile et déjà congestif. Et on va tout d'abord réaliser une ouverture de l'oreillette droite afin d'extraire le thrombus qui, en partie, est chlorique, comme vous le voyez ici à sa partie noire et charnue, mais qui, en partie, est également tumoral. Donc, dans un premier temps, on va extirper cette tumeur. Ici, ce que vous voyez, c'est une des 2 canules de récupération. C'est-à-dire que pendant toute cette phase de CEC, on va non seulement récupérer le sang au niveau de la veine cave inférieure et de la veine mésentérique inférieure, mais aussi au niveau de tous les saignements qu'on va observer, que ce soit au niveau de l'oreillette droite, je vous rappelle que le cœur continue de battre, mais aussi au niveau de la veine hépatique gauche que l'on a préservée. Je vous rappelle que le flux hépatique est conservé à ce stade-là. Vous voyez ici l'extirpation de la partie tumorale de ce thrombus à la partie inférieure de la veine cave. Ici, on a les 2 veines rénales. Et donc, à ce stade-là, on va pouvoir libérer la pièce opératoire en sectionnant la veine cave juste au-dessus de l'abouchement des 2 veines rénales. Une fois que le thrombus a été libéré, vous voyez ici que la pièce opératoire, tout le foie droit, est toujours en place, toujours dans la cavité abdominale. Et puis, une fois que nous avons fini de sectionner la veine cave, il ne reste plus qu'à sectionner cette veine cave au-dessus. Ici, vous voyez de manière intéressante l'ostium de la veine hépatique gauche. Vous voyez que le sang continue de couler et le sang est en permanence récupéré par l'aide opératoire du chirurgien cardiaque grâce à une canule de récupération, ce qui nous évite de clamper, de faire une exclusion vasculaire totale du foie chez cette patiente qui a un foie fragile. À ce stade de l'intervention, finalement, le plus dur est fait et il ne reste plus qu'à reconstruire la veine cave rétrohépatique qui, ici, est reconstruite de manière assez standard à l'aide d'un tube Gore-Tex.
qui est intéressant de voir, c'est toujours ici, l'abouchement se fait juste en dessous de la veine hépatique gauche qui a pu être conservée. Voilà la fin de l'anastomose en haut. Et puis ensuite, on a la même chose en bas. Et puis ensuite, il restait bien sûr à fermer l'oreillette droite et à fermer la brèche diaphragmatique. Alors, bien sûr, il s'agit un peu d'un cas, d'une histoire de chasse finalement, parce que cette patiente avait initialement un pronostic a priori très mauvais. Et finalement, à 22 mois de cette chirurgie, on a désormais un recul de 22 mois en octobre 2021. Et bien, cette patiente, pour l'instant, est en poursuite de sa rémission complète. Et elle garde un bon état général, elle se plaint simplement de douleurs chroniques de l'épaule. Alors, bien sûr, ça, c'est une histoire isolée, unique, qu'on aime tous rencontrer une fois, mais qu'en est-il finalement des CHC qui sont carrément métastatiques? Je vous rappelle que dans la maladie métastatique d'origine colorectale, aujourd'hui, la chimiothérapie péropératoire, depuis plus de 15 ans maintenant, permet d'aller toujours plus loin. À partir du moment où un patient est chimiosensible, eh bien, on va pouvoir opérer des patients qui parfois initialement étaient complètement jugés comme non résécables. Le problème, c'est que dans le carcinome hépatocellulaire, jusqu'à présent, aucune thérapie systémique n'a été validée en périopératoire. Et le seul traitement systémique qui était le sorafenib jusqu'à maintenant a été testé en 2015 en tant que traitement adjuvant et malheureusement, l'essai STORM était clairement négatif, ce qui fait qu'aujourd'hui, aucune thérapie systémique n'est validée en périopératoire du traitement du carcinome hépatocellulaire. Sauf que depuis, eh bien, on assiste à l'avènement de l'immunothérapie, notamment de l'association du bevacizumab à l'atezolizumab, une immunothérapie. Et les essais récents ont montré que cette thérapie systémique était largement supérieure aux thérapies systémiques actuellement validées, qui étaient notamment le sorafenib et le regorafenib. Alors, qu'en est-il? Maintenant qu'on a cette nouvelle arme systémique, probablement plus efficace que les traitements que nous avions jusqu'à maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Voici deux exemples, simplement scanographiques, de deux patients traités au tout début de l'avènement de ce protocole dans le service, de manière palliative, avec, comme vous pouvez le voir, des réponses assez impressionnantes, des CHC très volumineux, qui ne présentent plus aucun résidu tumoral ou un faible résidu tumoral comparé à ce que c'était au début. Et donc ça, forcément, ça peut changer la donne. Voici un deuxième cas clinique. Encore une fois, c'est la vraie vie avec les avantages et les inconvénients qu'ont ces cas cliniques. Une patiente de 50 ans avec un antécédent d'éthylisme chronique, mais pas d'hépatopathie sous-jacente, qui se voit découvrir un très volumineux carcinome hépatocellulaire du foie droit avec de nombreuses lésions secondaires pulmonaires et une alpha-fétoprotéine à 800 000. Bien entendu, cette patiente discutée en RCP va bénéficier d'une thérapie strictement palliative avec une indication d'un protocole atezolizumab, bevacizumab, validé en RCP. Après 2 perfusions, espacées de 3 semaines, on réévalue la patiente. Elle se plaint déjà à l'époque de fortes douleurs au niveau abdominal, une alpha-fétoprotéine qui montre néanmoins une très bonne réponse. Mais malheureusement, 2 semaines après cette réévaluation, la patiente doit présenter un sepsis très sévère. Responsable de ce sepsis, eh bien, c'est une nécrose quasi complète de la tumeur, avec, comme vous le voyez, de nombreuses plages hydroaériques au sein de cette tumeur qui n'en est plus une, qui n'est plus qu'une fonte purulente, malheureusement, du foie. On va référer la patiente au service des maladies infectieuses qui va se focaliser, être extrêmement agressif sur le traitement antibiotique, tout essayé chez cette patiente. Et malgré un traitement bien mené, eh bien, malheureusement, les infectiologues parviennent à la conclusion qu'ils n'y arriveront pas avec un simple traitement médical. On prend la décision un peu désespérée de malgré tout proposer une opération chirurgicale à cette patiente. Et malheureusement, la patiente, après cette tentative chirurgicale, va tout simplement décéder de cette intervention à J2 post-opérateur d'une insuffisance post-opératoire absolument sévère. Donc finalement, malgré l'espoir que suscite l'immunothérapie, faut-il contre-indiquer l'immunothérapie sur ces tumeurs extrêmement volumineuses? Fort de notre expérience, quelques mois plus tard, après le deuxième cas que je vous ai montré, patiente de 39 ans, pas d'antécédents, mère de 3 enfants, qui présente des douleurs abdominales et qui se voit découvrir un très volumineux CHC du foie droit. Vous voyez de nombreux autres nodules qui intéressent la totalité du foie droit et qui épinglent à peine le foie gauche. Et là aussi, malheureusement, déjà présence de plusieurs lésions secondaires pulmonaires. Bien fort de notre expérience, nos oncologues ont tout simplement refusé de mettre en place une immunothérapie, mais en revanche, nous ont poussé à effectuer ce qu'ils appelaient une chirurgie de débulking. Eh bien, nous avons accepté, nous avons effectué une hépatectomie droite chez cette patiente. Alors certes, qui a nécessité une très grande incision puisque la tumeur descendait jusqu'à la crête iliaque. Néanmoins, une intervention qui s'est plutôt bien passée chez cette patiente sans comorbidité avec une sortie à J13. Mais malheureusement, dès le scanner réalisé à moi, non seulement une progression des lésions secondaires pulmonaires que nous connaissions déjà, et l'apparition de 2 lésions dans le foie restant qui, autrement, ne présentent pas de complications. Eh bien, chez cette patiente, il a été validé d'effectuer un protocole associant l'immunothérapie au bevacizumab. Et après 2 cures, l'examen scanographique montre une fonte totale
des lésions secondaires pulmonaires ainsi que des lésions hépatiques. Alors, nous n'avons pas encore beaucoup de recul puisque nous n'en sommes qu'à la 13e cure, octobre 2021. La patiente initialement a été prise en charge en novembre 2020. Elle est toujours en poursuite d'une rémission complète avec un très bon état général. Il n'a pas de plainte particulière. Seul l'avenir nous dira si ces résultats seront maintenus à long terme. En synthèse, le carcinome hépatocellulaire, clairement, très volumineux et métastatique, reste aujourd'hui associé à un pronostic très sombre. Néanmoins, l'avènement de l'immunothérapie pourrait peut-être changer la donne chez quelques patients sélectionnés. Il existe déjà des essais randomisés, que ce soit pour évaluer des modalités thérapeutiques pré-opératoires ou bien post-opératoires en adjuvant. Avec notre expérience, bien, on encourage fortement les centres experts à faire très attention à ces tumeurs très volumineuses qui peuvent très bien répondre, mais parfois trop bien répondre, et entraîner des sepsis irréversibles et des malades qui ne peuvent plus être opérés. Et par conséquent, peut-être que dans ce contexte-là, il y a une place pour une modalité nouvelle de la chirurgie, c'est-à-dire une chirurgie adjuvante d'un traitement systémique ou bien une chirurgie tout simplement de débulking. Je vous remercie. Merci Kevin. Je crois qu'on va donner la parole tout de suite à notre expert, discutant, François Cauchy, de l'équipe de Beaujon. Merci François d'avoir accepté ce travail difficile. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les orateurs, Monsieur Boudjema, merci de m'avoir laissé l'opportunité de discuter donc de la présentation de Kevin, qui a dit énormément de choses déjà sur les carcinomes hépatocellulaires a priori non résécables. En fait, moi j'ai juste quelques commentaires assez brefs, mais je voulais prendre la problématique un peu dans le sens inverse. Toi, Kevin, tu avais focalisé sur ce qui était résécable selon les recommandations, et puis je voulais au fait plutôt récapituler un peu ce qui était non résécable, mais qui était quand même réséqué. C'est-à-dire que selon les recommandations actuelles, les lésions multiples, les lésions avec une thrombose tumorale macroscopique, les malades avec un performance status 1 ou 2 ou sur Tyros Child B ou des lésions uniques non optimales qui sont des contre-indications à la résection ou des non-indications à la résection selon la classification de la BCLC et la recommandation de l'EASL et de l'ASLD. En fait, elles sont réséquées pour environ 30 à 60%, ça représente en 30 à 60% des malades qui sont réséqués dans les centres experts. Il y a d'innombrables séries chirurgicales, en fait, qui rapportent des résultats qui sont relativement convenables chez ces malades-là. Alors, on pourra toujours discuter effectivement du bénéfice de la résection chirurgicale chez un malade avec une thrombose tumorale macroscopique versus un traitement systémique. Toujours est-il que force est de constater que dans les centres experts, c'est des choses qui sont encore faites et qui, avec l'avènement des traitements éventuellement effectivement néoadjuvants dans le futur, risquent d'être de plus en plus fréquemment faites. La résécabilité du CHC, c'est un concept évolutif, c'est-à-dire qu'on parle de résécabilité technique. C'est le volume du futur foie restant, comme tu avais dit, c'était 40% sur un foie cirrhotique. La qualité de ce futur foie restant, que ce soit un foie sain, un foie un petit peu fibreux, un foie stéatosique, un foie de Nash, un foie cirrhotique, et le degré d'hypertension portale. Et après, il y a le rationnel oncologique qui, lui, dépend de l'histoire naturelle et de la biologie tumorale. Juste tout ça pour dire qu'en fait, la notion de résicabilité pour le CHC, elle dépend de beaucoup de facteurs qui sont liés aux malades, liés à la tumeur, liés au foie sous-jacent, que c'est un petit peu plus complexe que pour d'autres organes. Et tous ces concepts qui sont entremêlés, évolutifs dans le temps pour une même maladie et pour un malade donné. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques années, on n'aurait pas été jusqu'à la résection quand on n'avait pas de principe de modulation volumétrique comme l'embolisation portale, même si ça date un petit peu, l'embolisation portale associée à l'embolisation des veines hépatiques, ou le HALT, même si le HALT dans cette indication reste quand même très critiqué du fait des mortalités un peu prohibitives qui ont été rapportées. En tout cas, et pour le même malade, on va avoir une évolutivité des lésions en fonction du stade de la maladie et du traitement néoadjuvant ou des traitements palliatifs qui vont servir de traitement néoadjuvant avec des évaluations régulières en RCP.
Est-ce que le futur, en fait, c'est de downstager un CHC qui est a priori non résécable? On va avoir pour ça des traitements locaux, que ce soit la chimio-embolisation, qui est le traitement historique, un peu vieillot, mais quand même très fréquemment employé, la radio-embolisation, la radiothérapie externe, et puis les traitements systémiques maintenant, que ce soit les anti-angiogéniques, alors le sorafénib qui était l'anti-angiogénique de référence pendant très longtemps, et puis maintenant les immunothérapies différentes qui sont en phase d'essai actuellement. L'idée étant d'avoir une résicabilité secondaire, la problématique étant qu'on n'a pas encore de résultats bien connus sur cette résicabilité secondaire et les résultats de cette résicabilité secondaire après ces traitements, que ce soit l'association d'un traitement local et d'un traitement systémique ou simplement un traitement local à un traitement systémique. Je sais que nous, à Beaujon, on fait de plus en plus radioembolisation, plus atézo-beva chez les malades qui ont une tumeur qui est localement avancée. On est en train d'évaluer les résultats de ces malades-là, mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment les résultats pour ces malades après la chirurgie. Là, je vous parle de réségabilité secondaire. On pourrait même aller encore un tout petit peu plus loin en parlant de transplantabilité secondaire, même si ça fait peur et c'est un gros mot que de le dire comme ça. En pratique, il y a quand même des séries, en particulier indiennes, qui rapportent des résultats convenables de transplantation pour carcinopathie cellulaire avec thrombosport macroscopique après radioembolisation. Alors, c'est avec du donneur vivant. C'est des résultats qui sont à prendre avec précaution, mais pour l'instant, en France, ça reste clairement de la contre-indication absolue à la transplantation, alors que on pourrait, dans le futur, avec un downstaging suffisant et efficace, envisager une transplantabilité secondaire pour ces malades. Là, je finis juste par un cas clinique comme Kevin. Donc, c'est un petit peu l'inverse de ce que toi, tu avais présenté. C'est un malade de 59 ans qui a un CHC sur VHC avec une thrombospore de VP3 et des métastases pulmonaires, donc clairement considéré comme non résécable en décembre 2018. Il est référé pour un traitement, entre guillemets, palliatif. On lui fait une chimiothérapie qui associe un anti-angiogénique et un inhibiteur de tyrosine kinase et une immunothérapie dont il a 22 cures avec une fonte complète et une nécrose complète de la lésion hépatique, une disparition et une reperméabilisation de la branche portale droite et une disparition complète de toutes les lésions pulmonaires. En juin 2020, ça avait une hépatectomie droite avec des suites simples et l'histologie montre que les nodules sont entièrement nécrosés. Le thrombus, le reliquat de thrombus tumoral sans cellules tumorales macroscopiques et un malade qui est vivant sans récidive en novembre 2021. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, François. La question qu'on peut se poser, d'ailleurs, dans ce dernier cas-là, c'est est-ce qu'il fallait l'opérer? C'est une question difficile, hein, parce que est-ce qu'il reste des cellules, pas de cellules? Tout à fait. C'est très légitime de se poser la question. Bien, oui, Éric Vibert. D'abord, merci beaucoup aux deux orateurs pour cette présentation. Je trouve que le sujet, c'est vraiment le gros carcinome hépatocellulaire. Et c'est là, ça rejoint la remarque de Karine tout à l'heure sur la problématique de la complexité, de savoir où est-ce qu'il faut emmener les malades qui ont des gros carcinomes hépatocellulaires pour que justement on puisse les opérer correctement. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à faire ça avec des machines. Mais derrière le sujet du gros CHC, il y a finalement dans quelle situation il faut leur proposer un traitement néoadjuvant et en particulier un traitement par radioembolisation. Et ce que je ne sais pas, c'est si ça a un intérêt d'associer radioembolisation et embolisation portale, comme ce qu'on faisait avant dans la chimio-embolisation. Donc, je pose surtout la question à François, parce que je sais que vous faites beaucoup de radioembolisation à Beaujon. Est-ce que la séquence chimio-embolisation, embolisation portale, finalement, elle ne peut pas s'associer aussi à la radioembolisation? Il y a plusieurs éléments de réponse. La première chose, c'est la radioembolisation. On l'a fait effectivement en cas de volumineux CHC, considéré comme non résécable localement avancé, avec souvent le cas de la thrombospore macroscopique. Donc, pour le coup, l'embolisation portale a beaucoup moins d'intérêt puisqu'il y a déjà une occlusion de la veine porte. La deuxième chose, c'est que il y a un délai, on va dire dans 3 à 4 mois, d'efficacité maximale de la radioembolisation. Les chirurgiens sont probablement moins habitués à attendre ce délai-là par rapport à la chimio-embolisation, qui ont le délai en général de 1 mois avant de faire l'embolisation portale. On commence effectivement à faire radioembolisation, puis, dans certaines circonstances, embolisation portale.
Quand on fait radioembolisation, c'est ce que je te disais, là maintenant, on a vraiment tendance à associer radioembolisation à une chimiothérapie systémique également pour les localement avancés ou parfois les métastatiques dans l'espoir que les métastases disparaissent. Je pense que ça serait le cas de faire une étude un peu multicentrique pour voir l'intérêt que ça pourrait avoir de radioembolisation portale, parce que j'ai 2-3 malades qui ça a très très bien marché. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu dis, Eric, c'est que la radioembolisation et l'embolisation portale ont des effets qui s'overlappent quelque part, puisque la radioembolisation a un effet sur la tumeur, ce que n'a pas du tout l'embolisation portale, et induit une hypertrophie du foie contralatéral, ce que cherche justement l'embolisation portale. Je crois que l'associer d'emblée, enfin comme ça, a priori, ça ne me paraît pas nécessaire. On peut très bien se donner le temps de faire une radioembolisation, et si l'hypertrophie du foie contralatéral n'est pas suffisante, alors booster la croissance du foie contralatéral par une embolisation portale. D'autres questions? Moi, je voudrais poser une question à Kevin Mokham avant de passer à la communication suivante, à propos de l'indication de l'immunothérapie. Il a dit qu'il fallait sélectionner les malades, ce qui me paraît tout à fait évident. Comment fait-il? Alors, l'immunothérapie, la première indication, c'est un traitement palliatif. Donc là, je parlais vraiment des cas particuliers des patients potentiellement chez qui on effectuera un traitement néoadjuvant. Mais en fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut les inclure dans des essais. Il y a des essais qui s'ouvrent sur des traitements néoadjuvants avant résection chirurgicale par immunothérapie. Donc, je pense qu'il faut clairement inclure ces patients. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout une indication validée. Quand je parle de patients sélectionnés, on a vu les deux cas extrêmes, enfin le cas de très beau cas de clinique de François Gauchy où le traitement néoadjuvant a très bien marché et s'en est suivi une résection avec de très bons résultats. Or, chez un patient qui présente une très volumineuse tumeur, on a vu que ça peut se solder par une catastrophe. Donc, c'est en ça que je voulais parler de sélection. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout une indication qui est validée. Oui, tout à fait. On a souvent parlé de ça, si vous voulez, c'est plutôt est-ce que vous avez une génomique particulière sur ces questions, notamment concernant anti-PDL1, TLA4 ou des choses comme ça, ou pas du tout? Non, pour l'instant, d'accord. On n'a plus de ça. C'est probablement l'avenir, mais ce n'est pas le cas. Oui, Jean-Claude, il faut aller très vite. Petite question chirurgicale sur le cas que vous nous avez présenté. Là, il y a deux choses. La première, c'est simplement sur le plan théorique. Je veux dire, la récupération permanente dans un contexte tumoral, etc., ça ne fait pas partie de l'habitude que nous avons. Alors, j'aimerais que vous me dites un petit mot à ce sujet-là. Et la deuxième, je n'ai pas compris la tactique vis-à-vis de comment était la thrombose et la tactique vis-à-vis des veines rénales. Alors, pour ce qui est de la CEC avec un foie circulant et la récupération du sang, on n'avait clairement pas le choix, en fait. C'est-à-dire que c'est une stratégie qu'on a longuement discutée avec le chirurgien cardiaque, on a pris le parti. Il y a même, on sait que, par exemple, l'utilisation du cell saver aussi, normalement, est contre-indiquée lorsqu'il y a un cancer. Il y a même des filtres qui existent pour essayer de filtrer les cellules tumorales. Effectivement, c'est quelque chose, clairement, on l'a fait en connaissance de cause, en se disant qu'il fallait mieux prendre ce risque-là, plutôt que de faire une exclusion vasculaire totale du foie sur un foie qui avait déjà des stigmates très importants de Budd-Chiari. On voulait déjà que la patiente sorte vivante de salle d'opération. Pour ce qui est des veines rénales, tout simplement, on les a mises sur lac et donc elles ont été clampées. Elles ont été clampées en fait pendant la CEC. Oui, la thrombose et l'anastomose, c'était la réparation de la veine cave avec le tube en Gore-Tex, elle est d'où à où exactement? Je n'ai pas bien vu si elles avaient été. Souvent, on a des thromboses extensives sur les veines caves, comme ça, tumorales. La thrombose a été extensive sur la veine cave. Elle se traduisait au niveau de l'oreillette par un thrombus en plus qui était chlorique. On a extirpé. Mais le thrombus tumoral montait un petit peu, donc on l'a extirpé ensuite par le bas, par la veine cave qu'on avait ouvert. On a fait une cavotomie longitudinale. Et puis en bas aussi, on a extirpé le thrombus tumoral. On le voyait sur un court extrait de la vidéo, on tire et en fait, une fois que le thrombus tumoral est retiré, on a sectionné la veine cave en bas, juste au-dessus de l'abouchement des deux rénales et en haut, juste en dessous de l'abouchement de la suite hépatique gauche. Ce qui fait que la suite hépatique gauche a été conservée et pas réimplantée. Ouais, merci. Merci. On passe à la communication suivante. Donc, en regardant le titre, je me dis qu'on aurait peut-être dû commencer par cette communication parce que c'est vraiment la prise en charge des métastases apparemment non résectables qui a ouvert le champ de toute cette chirurgie dite secondaire.